Du coup, avant de commencer l'interview, donc il y a des gens qui demandent qui tu es parmi mes contacts. Donc je vais rappeler qui tu es avant de commencer l'interview. Donc tu t'appelles Sacha Chaban, tu es compositeur et orchestrateur. Tu composes la musique de nombreux films, tu as orchestré la musique de plusieurs films. Euh, Orchestrateur du coup et compositeur depuis les États-Unis parce que tu résides à Los Angeles et tu as notamment été orchestrateur sur les films que tout le monde connaît bien, Les Gardiens de la Galaxie volume 2 et le film d'horreur Get Out notamment. Donc on va revenir un petit peu sur son parcours, sur son métier de compositeur, qu'est-ce que c'est qu'un orchestrateur, et si vous avez des questions à la fin, n'hésitez pas à lui poser, on prendra 5-10 minutes pour y répondre. Du coup, on va commencer par ton parcours. Qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir compositeur? Alors, j'ai commencé le piano à 4 ans. Donc j'ai toujours joué du piano depuis mes plus bas souvenirs. Et ensuite, en évoluant, en improvisant, en faisant plein de choses, je me suis rendu compte que je préférais composer que improviser. Composer, improviser qu'interpréter. Et ensuite, je suis passé en... Voilà, j'ai voulu en faire mon métier parce que c'était ma passion et je voyais rien d'autre vraiment comme métier, quoi. J'avais d'autres rêves, être médecin, être machin, mais je me suis dit la passion d'abord, on y va et puis on fait tout pour le devenir, quoi. Donc du coup, tout de suite après le bac, tu t'es rentré dans une école. Comment tu... Ouais, j'ai fait le conservatoire. Là en France, on a beaucoup de chance pour les conservatoires parce que c'est du très très haut niveau. Et du coup, j'ai fait toutes les classes. J'ai fait 9 diplômes là-bas. J'ai fait tout ce qui est composition, électronique, électroacoustique, écriture. Il y a plein de classes superbes. Et ça m'a permis vraiment de me lancer dans la carrière de la musique. Et du coup, ça c'était super sympa. Justement d'avoir ces écoles là pendant quelques années. Ensuite, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin. J'étais compositeur de musique d'orchestre live. J'avais des chefs d'orchestre qui me commandaient des œuvres. Donc j'écrivais, on jouait ça sur scène, etc. On faisait pas mal de spectateurs. Quelquefois, ça allait entre 8 et 10 000. Et ensuite, j'avais un studio d'enregistrement. J'ai fait pas mal de choses. J'ai bossé dans le métal, dans la musique classique, dans l'électronique, dans le rap, dans tout ça. Et après, la passion du cinéma, ça m'a emmené à LA. Je me suis dit, on va tenter notre chance. Et voilà, ça c'était super. Mon premier projet, c'était sur une production Steven Spielberg en tant qu'orchestrateur, qui était la série ABC, The Whispers. Et du coup, voilà, la carrière a commencé dans le cinéma et j'adore le cinéma, j'adore le fait de travailler en groupe, c'est super. Et du coup, justement, comment t'as intégré ce milieu du 7e art? Et c'était, en fait, j'ai fait alors, quand j'étais à Bordeaux, je suis de Bordeaux, quand j'étais à Bordeaux, je travaillais sur pas mal de choses, et notamment un cinéma qui s'appelait le Mérignac Ciné, qui s'appelle toujours le Mérignac Ciné d'ailleurs, où c'était la seule salle THX de la région, donc du coup j'étais allé là-bas, j'avais créé le logo, si tu veux, qui passe avant chaque film de ce cinéma. Et la première de ce logo, c'était pour les Gardiens de la Galaxie 1. Et je me souviens avoir adoré la musique, et je me suis dit, mais qui c'est qui a orchestré ce film, etc. Donc je suis allé voir l'orchestrateur, le compositeur et tout ça, et je me suis dit, je me souviens, il y avait mon pote à côté, et je lui disais, écoute, peut-être qu'un jour, je pourrais travailler sur un film de cette ampleur, avec ces moyens, ces trucs, parce que c'est ce qui me plaisait, quoi. Vraiment, ça m'a de suite fait flasher, je sais pas pourquoi, ce film-là particulièrement. Et du coup, je suis venu aux États-Unis, et ce que j'ai fait, j'ai envoyé un seul email, et c'était à cet orchestrateur des Gardiens de la Galaxie, et en lui disant, écoute, depuis ce film, j'ai regardé plein de tes autres films. Alors, il a fait un truc, il a fait beaucoup de films. À l'époque, il s'appelle Tim Williams. Et je suis hyper fan. Et de conversation en conversation, qui ont duré à peine 10 minutes, il m'a dit, écoute, viens chez moi, on va dans une session d'enregistrement. Donc je vais chez lui. Et je me souviendrai toujours, on a pris sa petite décapotable et on est parti à Warner Bros.
et c'était pour l'enregistrement justement de The Whispers de Steven Spielberg, et il m'a dit écoute, ça t'a plu? J'ai dit ouais, j'ai adoré, et il m'a dit c'est toi qui orchestre la semaine prochaine. Grosse pression. Donc du coup grosse pression, c'était super sympa. Il a fallu convaincre les studios, les machins, parce que c'était évidemment j'étais pas je venais j'avais même pas fait un court-métrage à l'époque. J'avais pas fait de film ou choses comme ça, donc il fallait voilà, donc il m'a pris vraiment sous son aile, et puis on a pu travailler comme ça, c'était super sympa. Alors tu l'as évoqué tout à l'heure, tu as fondé la société 1908 Scoring Studio. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette entreprise et nous dire pourquoi la date de 1908, parce que je sais cette date elle est importante. Effectivement, 1908 Scoring Studio, c'est une compagnie que j'ai créée il y a un peu plus d'1 an, parce que j'étais avant en freelance, etc. Et j'ai voulu créer cette entreprise pour en fait rassembler les freelanceurs qui ont des studios chez eux et qui veulent travailler de chez eux, qui veulent garder cette liberté-là. Et 1908, c'est une date très importante puisque c'est l'année de la création de la première musique de film. C'était pour l'assassinat du duc de Guise, et le compositeur c'était Camille Saint-Saëns. C'était la première fois qu'on engageait un compositeur à faire de la musique originale sur un film, ce qui est très important. Et la même année, ce qui est assez incroyable, donc 1908, c'était un film français, donc et compositeur français. Et la même année, aux États-Unis, à Hollywood, le premier film hollywoodien sort. Et donc, pour moi, cette date, elle est quand même assez importante, puisqu'il y a ces deux aspects-là, entre la musique de film et le film, entre la France et les États-Unis, et je pense que ça représente un peu mon parcours, et puisque cette entreprise, c'est un peu mon bébé, voilà, c'est pour ça que je l'ai appelé comme ça. Et du coup, quel service tu proposes dans ton entreprise? Alors, il y a tout de A à Z, on compose, orchestre, mix, master, vraiment ça va vraiment de tout ce qu'il peut proposer dans la musique, on le fait. Il y a des gens super qui sont là à tout niveau, et voilà quoi. Et puis on travaille sur des films indépendants jusqu'à du très grande ampleur, de la télé-réalité jusqu'à des séries télé, des musiques de pub, de concerts, n'importe quoi. Donc il y a vraiment tous les aspects sont représentés dans la musique. C'est très éclectique. Ok. Du coup, on va passer à ton métier de compositeur. Quand on te donne un projet comme celui de notre connaissance commune, Julien Seri, Darkness Fall, quelle est la première étape de ton travail avant de commencer à composer? C'est déjà, alors quand j'ai la chance, parce que d'habitude les films quand on te les donne, c'est en post-production, c'est-à-dire il est tourné, etc. Et le film sort. Mais bon, en général, en règle générale, enfin pour moi c'est plutôt ça commence au niveau du scénario. Quand j'ai la chance de commencer au niveau du scénario, c'est on te donne un scénario, il y a une histoire. Là, faut s'inspirer, il faut lire le scénario et voir quel est le point de vue vraiment de l'écrivain, du réalisateur, éventuellement des producteurs aussi, et essayer de déceler un peu tous les codes directement déjà dans le scénario. Je commence pas dans le scénario parce que pour moi l'image est très importante pour la synchronisation, etc. C'est-à-dire, je vais plutôt commencer à chercher des thèmes, des sonorités, des choses comme ça, et ça prépare déjà la chose avant que ça commence. Et ensuite, je vais souvent sur les tournages. Ah oui. Ça, c'est important parce que les tournages, c'est là où je m'inspire le plus. Enfin, pas le plus, d'ailleurs, je m'inspire le plus en scénario, en parlant au réalisateur, mais c'est une grande source d'inspiration, le tournage, parce que déjà, les acteurs, c'est bien de leur parler parce qu'on crée des thèmes, finalement, pour leur caractère. Donc, c'est bien, c'est très, très bien qu'ils connaissent, que
que je puisse connaître qu'est-ce qu'il y a derrière ce caractère. Donc, souvent, ils se font des autobiographies de leur caractère et c'est vachement intéressant. Donc, on peut parler avec eux et voir un peu comment ils ont pensé le personnage. Parfois, même le réalisateur ne sont pas au courant de ce que disent ces acteurs, de ce que pensent les acteurs du personnage, etc. Souvent, si, hein, mais ça peut arriver que non. Et du coup, c'est inspirant. Donc, je m'inspire de toutes ces choses-là. Et j'enregistre des sons. Donc, par exemple, pour Darkness Falls, là, l'une des scènes a été tournée dans un champ de pétrole. Et donc, on a enregistré les sons de ces machines qui sont extraordinaires et on les a programmés sur informatique pour en faire des percussions. Donc, la plupart des percussions du film sont faites à base de ces machines là qui font 10-12 mètres de haut, qui sont immenses. Et voilà, donc ça, c'est pour le côté son. Et ça, je le fais souvent dans mes films, dans Breaking and Exiting. C'est sur des cambrioleurs. Donc, j'avais pris un pied de biche qu'on avait enregistré, programmé dans mon dernier film Redemption Day. C'était son de flingue. On a enregistré son de flingue qu'on a programmé aussi. Et voilà. Et puis après, quand ça c'est arrivé, quand le tournage est là, je commence à composer un peu plus, etc. Ensuite, on a un montage, un certain montage du film. Et voilà. Et ensuite, je commence à composer sur ce montage. Ensuite, le vrai montage arrive. Et là, on synchronise vraiment à fond, tout va bien. Après, on commence à faire tout ce qui est approbation des scènes avec le réalisateur, les producteurs, etc. Le réalisateur arrive d'ailleurs assez souvent tôt, dès le premier montage, et puis on parle très très souvent. On fait ce qu'on appelle le spotting session. Spotting session, c'est quand le réalisateur et le compositeur sont assis dans la même salle et parlent du film et se dire où est-ce qu'on met la musique, etc., etc. Alors justement, quand tu commences à travailler sur ces différentes musiques de films qui rythmeront du coup le long métrage, est-ce que tu te réunis avec une équipe de musiciens ou est-ce que tu commences d'abord par travailler seul? Et si tu travailles seul, est-ce que tu as des instruments ou un seul instrument fétiche pour commencer à composer? Alors ça, c'est vraiment, ça dépend des compositeurs. Donc là, je parle que pour moi. Moi, c'est souvent mon inspiration, c'est le réalisateur, les producteurs, l'écrivain, le film en lui-même, etc. C'est tout ça, c'est les acteurs, c'est quelque chose et notamment le réalisateur qui lui a une direction. C'est ça que j'aime bien moi dans le film, c'est que justement il a une direction et suivre ce que dit un réalisateur est hyper important et je trouve que c'est super parce que il a une vision justement. Alors des fois c'est plutôt le producteur, ça dépend vraiment des films. Alors, en l'occurrence Darkness Falls, c'était plutôt réalisateur évidemment qui avait une vision, quelque chose. Julien Seri, qui et c'est ça qui est intéressant. Mais il a pas une vision en tant que musicien, il a une vision en tant que filmmaker. Et ça change tout. C'est-à-dire que moi en tant que compositeur, je vais faire quelque chose, mais suivre la vision d'un réalisateur ou d'un filmmaker, ça change tout. On pense différemment qu'un simple musicien et c'est là où ça devient intéressant. C'est là où la musique devient intéressante. Parce que moi, je lui apporte tout le côté technique, créativité du compositeur, etc. Mais il y a la touche quand même du filmmaker qui fait que ça va sortir de la musique conventionnelle, etc. C'est là où ça devient hyper intéressant. Et voilà, ouais, donc donc ça c'est les premiers trucs, c'est avec le réalisateur ou les gens comme ça. Et ensuite, j'ai pas d'instrument fétiche, alors je joue tout sur clavier, mais c'est pas un instrument, on va dire, je rejoue d'autres sons. Mais la texture des sons, tout ça, moi j'aime bien attendre quand même qu'il y ait le film qui arrive pour avoir les images en réel. Et matcher avec les couleurs du film, avec la déco du film, avec tout ça, avec le montage aussi, c'est hyper important. La plupart de mes instruments, je crée toujours beaucoup d'instruments, surtout en termes de percussion et de synthétiseurs. Et donc ça, je les crée. Et puis ensuite, voilà, on joue sur des textures. Moi, je suis plutôt
connu pour ma musique hybride orchestre et électronique. Donc c'est surtout ce côté-là que j'aime bien faire et qu'on m'engage surtout à faire. Et voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et après, bon, mais quand on a tout, effectivement, c'est là où je vais commencer à voir si sur ce film j'aurai un orchestrateur. À ce moment-là, je l'engage, la musique préparation. Sur un film, il y a pas mal d'équipes. Donc il y a le compositeur et orchestrateur qui peuvent être la même personne ou deux personnes séparées. Ensuite, on a les musiques préparateurs, on a les copistes, les librairistes. Il y a pas mal de les assistants de tout le monde, parce qu'il y a les assistants des orchestrateurs, les assistants du compositeur, les assistants de trucs. Il y a les ingénieurs du son. Donc ouais, il y a plein de monde. Sur un film comme Darkness Falls, on avait 110 personnes, quelque chose comme ça. C'est énorme. Entre les musiciens, évidemment, qui sont là, de l'orchestre, etc., plus les ingénieurs du son, plus ces trucs-là, c'est là où ça devient... Alors, justement, comment tu constitues une équipe de musiciens pour orchestrer la musique d'un film? Alors ça dépend de pas mal de facteurs. Déjà, il faut savoir quel pays on enregistre. Quelle partie, quelle ville, quel endroit dans le monde on enregistre, parce que déjà il y a pas des problèmes, mais il y a des règles de syndicats. Donc par exemple, il y a des films syndiqués qu'on peut enregistrer à Los Angeles, mais les films non syndiqués, on va pas pouvoir les enregistrer à Los Angeles. Donc déjà rien que ça change pas mal de choses. Ensuite, il y a vraiment une sonorité qu'on veut avoir. Il y a une question de si on enregistre à Londres, à Paris, en Europe de l'Est ou aux États-Unis, ça va pas sonner pareil parce que les studios sont différents, les musiciens sont différents, les instruments sur lesquels ils jouent sont différents. Donc il y a une sonorité à écouter. Et ensuite, donc je parle vraiment orchestre. Hein. Après les guitaristes, les choses comme ça, c'est encore autre chose. Ouais. Mais en tout cas pour l'orchestre, c'est comme ça qu'on fonctionne. Et ensuite, évidemment, il y a la question de budget. Ça va pas coûter la même chose entre un musicien à Los Angeles, un musicien à Abbey Road à Londres ou en Europe de l'Est ou en France. Ça ça dépend vraiment de plein de facteurs. De plein de facteurs. Ouais. Et sur un film comme Darkness Fall, combien de mois de travail entre le début du travail de composition jusqu'à la fin de l'enregistrement? Alors ça prend, je me souviens pas très bien combien de temps ça a pris. Je dirais dans les 2 mois à peu près, quelque chose comme ça. Ah, c'est quand même. Entre tout, entre on va dire le tournage, parce qu'il y avait le tournage aussi. Parce que ça va je commence sur le tournage, on va dire, ça va durer à peu près 2 mois, je pense. Où j'ai commencé à composer, à sortir les sons. Il y avait, je crois, 3 semaines de tournage ou un mois. Et ensuite, on reçoit les premiers montages, etc. Donc, je commence à vraiment composer là-dessus avec le réalisateur et surtout que Julien devait repartir en France vers la fin, vers la toute fin en fait de la production. Donc, de post-production, je veux dire. Donc, du coup, on a vachement profité d'être qu'il soit là, etc. Qu'on fasse un maximum de musique aussi. Et ensuite, faut l'enregistrer, faut le mixer, il y a tout ça qui rentre en compte. Et ensuite, alors à la fin, quand la musique est terminée, composée, orchestrée, enregistrée, mixée, on l'emmène ensuite au dubstage, où là c'est mixé avec les dialogues, avec les effets spéciaux et tout ça. Est-ce que c'est dur de composer avec que des petits morceaux de montage, où l'aspiration vient quand même de façon naturelle? Ah ben l'inspiration vient, de toute façon, il n'y a pas le choix quand on est dans des deadlines comme ça de dingue. Si je donne l'exemple de Darkness Falls, on a, il me semble qu'il y a une 40aine de musiques, ce qui représentait 1h05 de musique. 1h05 de musique, c'est énorme. C'est vraiment beaucoup. Surtout que c'est dans la pop, dans ce genre de musique, il y a quelques instruments. Là, on parle d'orchestre symphonique, plus créer des instruments de sortie de champs de pétrole, etc. Donc l'image inspire énormément, ça c'est sûr. Le réalisateur inspire énormément. Alors surtout, par exemple sur ce film
On a Julien Seri qui est quand même pour moi un très 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 grand du cinéma et il est j'ai admiré son œuvre vraiment toute ma vie. Moi j'ai adoré ce qu'il a fait et du coup travailler avec lui c'est super inspirant parce qu'on travaille avec quelqu'un qu'on adore artistiquement, en plus un très bon ami, on avait déjà travaillé ensemble sur quelques pubs et du coup c'était voilà ça inspire aussi beaucoup et voilà, après on a un bon scénario, on a un belle équipe, les producteurs étaient là aussi de temps en temps, c'est ça qui inspire aussi quoi, c'est-à-dire qu'ils vont avoir des idées les gens et on essaye de les faire et ça c'est super intéressant, super sympa. Alors, quand tu composes, est-ce que tu as des musiciens ou des compositeurs qui t'inspirent quotidiennement dans ton travail? Ouais, moi je préfère m'inspirer de ceux qui travaillent sur le film et qui ne sont pas musiciens évidemment. Mais après en tant que compositeur, ouais, est-ce que j'ai des compositeurs préférés? J'en ai plein. J'écoute de tous les genres de musique et je pense que tous les genres m'inspirent. Ça peut aller de la musique de film au métal, à la musique, ce qu'on appelle musique savante, c'est la musique classique et contemporaine, au jazz, au machin, tout ça. Je suis pas juste sur un filon musique de film. Mais oui, alors après tous les grands m'inspirent hein, évidemment c'est parce qu'ils font partie de la culture et que nous on est obligés en tant que compositeur de films aussi de suivre cette culture et puis après la dépasser, etc. Donc c'est tout un truc, mais je pense que déjà la première fonction c'est déjà comprendre où est-ce qu'on en est. Et évidemment, ça, de toute façon, on est obligé d'être inspiré, surtout les très grands, comme John Williams, Alan Silvestri, tous ces gens-là, Bernard Herrmann. Je veux dire, c'est les très très gros qui ont imposé vraiment ce style musical, enfin ces styles musicaux. Et du coup, c'est là où ça devient hyper intéressant, quoi. Alors, je te propose de parler de deux de tes productions, Hour of Lead, qui n'est pas encore sorti à cause du coronavirus malheureusement, et Breaking and Exciting, qui est disponible sur Amazon, je crois, si mes souvenirs sont bons. Ouais. Le choix des instruments dans une composition doit être minutieux, je suppose. Pour moi, les plus beaux instruments du monde, c'est le piano, qui dégage des notes très poétiques avec beaucoup de romantisme, et le violon qui parfois vient accentuer la tension dramatique d'une scène. Est-ce qu'on choisit justement de mettre en avant certains instruments dans une musique pour leur capacité diverse à transmettre une émotion? Alors c'est le boulot de soit l'orchestrateur, soit le compositeur quand il fait les deux. De choisir des fois des instruments. Là, je parle des instruments classiques. Après, il y a tous les instruments qui font partie de la musique à 50%, qui est électronique et tout ça qu'on crée, qu'on fait on fait quelque chose comme ça. Après, pour les instruments classiques, pour toutes ces choses-là, c'est j'ai envie de dire, il faut jouer entre ce qu'on appelle la psychoacoustique. Donc, je donne un exemple tout bête. Une scène militaire, on va mettre une trompette et une caisse claire. Parce que ça fait partie de l'inconscient collectif, là, que trompette, caisse claire égale militaire. Donc on aura tendance à jouer sur ces choses-là. Donc ça dépend des scènes et de ce qui se passe. Alors l'orchestration a un peu bougé durant ces dernières années quand même. Par exemple, on utilise quand même moins de bois, moins de flûte, moins de hautbois, moins de bois, quoi. C'est parce que ça donne un petit côté... ça peut donner, des fois, un petit côté daté, on va dire, alors que les compositeurs, de plus en plus, ils essayent d'aller sur l'électronique, etc. Alors, il y a plein d'endroits où moi, j'utilise des bois, etc., surtout sur des très grosses productions, ça marche très très bien. Mais disons que il y aura moins de solos de flûte, par exemple, dans des petits passages comme ça, parce que les compositeurs le font moins, en tout cas. Voilà, donc en fait, on essaye d'être à la fois moderne, à la fois jouer sur la psychoacoustique. Et des fois, c'est même le réalisateur qui va venir et dire tiens, j'adore le piano ici,
j'adorerais un solo de violoncelle ici. Des fois, ça peut arriver aussi que ça soit l'instrumentation vienne du réalisateur. Mais en général, c'est en essayant, c'est en voyant, et puis voilà, il y a des trucs et astuces des fois, voilà, entre trompette, caisse claire égale militaire, par exemple. Ouais, Je donne un autre exemple tout bête que ça a été hyper utilisé, les pizzicato de cordes sur une scène drôle. Donc ça fait boum, boum, boum. Tout le monde fait ça. Du coup, dans chaque genre de film, il y a quand même des codes à respecter au niveau du choix des instruments. Tu parlais de la trompette pour les militaires. Je pense que pour les comédies romantiques, le piano c'est bien, par exemple. Oui, bah c'est hyper. Alors c'est pas codé, mais on essaie des fois. Il faut être entre les deux, je pense, parce que si on fait quelque chose de complètement à côté, par exemple faire une trompette caisse claire sur une scène d'amour, là on est à côté parce que ça va pas marcher, c'est certain. Donc faut jouer avec ça. Donc on peut faire effectivement trompette caisse claire sur une scène militaire un peu classique. Donc là on a par exemple sur Redemption Day, donc c'est un film d'action militaire, etc. Donc du coup il y a un moment donné où le journaliste allait parler des retrouvailles, etc. de la famille, de petites médailles de militaires. Donc ça, on met évidemment trompette caisse claire. Mais après, dans une scène d'action ou dans une autre scène où on a envie d'être un peu différent, mais c'est là où on va changer finalement tout le côté classique vers quelque chose qui vraiment sort de la chose. Il faut toujours être en contraste quand on est en musique de film. Enfin, pas toujours, mais il faut essayer d'arriver à ce point de vue-là. Par exemple, une scène de guerre, on met une scène de la musique émotive. De suite, la scène de guerre, elle portera vachement plus que si c'était juste des percussions, des trucs comme ça. Donc, il faut arriver aussi à sortir du contexte classique des fois. Voilà, il faut faire entre les deux. Alors, je parlais du piano et de sa poésie, et du violon et de sa force dramaturgique. Il y a une musique dans le film Out of Lead qui traduit parfaitement mon ressenti, c'est Not in Your Control. Tu peux nous parler un peu de la construction symphonique de cette musique? Comme ça donnera un exemple aux gens de la manière dont tu peux composer une musique. Alors ça, c'est Là, j'ai pris sur du piano, tout le début. Toute la partie du début, c'est du piano, et j'essaie de représenter une certaine fragilité. Alors, ça représente dans le film un certain twist, cette musique. Donc, c'était une scène assez importante, et donc ça commence avec un simple piano qui rejoue quelques scènes du film. Et ensuite, on a les cordes qui apparaissent, les violons, tout ça, mais qui apparaissent juste dans les notes aiguës. Et donc, on est là sur un truc qui est vraiment dans la fragilité, dans l'émotion. Et je leur demandais justement les cordes de jouer sous le tasto, sous le ponticello, enfin avec des effets. C'est-à-dire vraiment, on va jouer avec, sans entrer dans les détails techniques, les violonistes jouaient vraiment de façon très différente avec des effets, avec leurs archets, etc., la position, l'intensité, etc. Donc ça donnait un espèce de son très très fragile, comme ça, surtout toute la moitié de la musique. Et donc on est dans cette atmosphère là, vraiment dans les médiums et aigus, et on avance, et là d'un coup, au moment où le twist apparaît, les basses arrivent, l'électronique, l'orchestre complet qui arrive très progressivement, mais sur quelques secondes, et ensuite ça part, et là, même psychologiquement, l'auditeur était sur vraiment une certaine fréquence, une certaine fragilité. D'un coup, dès qu'on met les basses, c'est là, boum, la révélation. Donc là, ça devient, l'espace s'agrandit. C'est là où je joue sur la psychoacoustique, en fait, beaucoup avec les films. Parce que je te donne un exemple. Une note aiguë, on a l'impression que c'est haut. Une note basse, on a l'impression que c'est en bas.
Après, la gauche-droite avec les panoramiques et la reverb qui fait la profondeur. Donc en fait, t'as un espace comme ça sonore qu'on recrée avec ça. Et c'est bien d'en jouer. Donc là, par exemple, j'en ai joué parce que l'espace était très petit et d'un coup, il s'est très très agrandi. Donc boum, ça, c'était la révélation dans le film. C'était là où c'était sympa. Et voilà, donc c'est comme ça que j'ai bossé là-dessus, et avec plein d'arpégios, plein de choses comme ça. C'était une musique très intéressante à faire. C'est passionnant. Alors du coup, pour le côté dramaturgique, il y a une musique dans le film, toujours le même, ce qui s'appelle The Five Stages, où il y a beaucoup de violons. On sent vraiment une force dramatique qui dégage de cette musique. Et moi, je voulais savoir pourquoi le violon peut dégager une telle puissance. Ah, ça, c'est une grande question. Est-ce que tu peux éclairer ma lanterne? Ben, ça fait partie il y a eu plein d'instruments qui ont été créés, qui ont été oubliés dans l'histoire. Énormément. Et celui-là, ça en fait pas partie. C'est quelque chose d'indémodable. Mais ce qui est intéressant, en fait, dans le violon aussi, je trouve qu'il y a une symbolique assez magnifique. Et ça, c'est presque pour tous les instruments. Est-ce que tu t'es déjà posé la question de pourquoi un violon seul, ça va sonner peut-être moins puissant, quand ça peut l'être un très grand violoniste, que tout un orchestre? C'est vrai que maintenant que tu me le dis. Et pourquoi est-ce que ça serait pas le même son et qui serait juste plus volumineux, quoi? Et ce qui va rendre cette espèce d'ampleur et de beauté dans un orchestre, en fait, c'est l'imperfection des gens. C'est-à-dire que ça va pas être le même instrument. Ils vont pas exactement jouer la même note. Alors c'est très très petitement décalé, mais c'est l'imperfection, si tu veux, de tous ces gens-là qui jouent ensemble qui fait la beauté de la chose. Et c'est très symbolique, ça, c'est assez beau de s'imaginer ça. Et voilà, et je pense que ces gens-là qui jouent, qui sont imparfaits, qui jouent, et ça donne cette beauté incroyable. Voilà, et là quand on l'utilise, et c'est pour ça que les synthétiseurs, on peut faire ce qu'on veut, hein. Si on essaye de remodeler un son de violon en MIDI, en faux, le truc est trop parfait, et c'est pour ça que ça sonne pas bien, c'est pour ça que ça sonne pas beau. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'orchestre, on a besoin de musiciens. Dans Darkness Falls, on avait je crois que 100 musiciens. Dans Hour of Lead, on avait 100 musiciens, celui que tu es en train de dire. Donc, c'est quand même des grosses équipes quand même à chaque fois. Il y a besoin. Alors, tu vas peut-être pouvoir éclairer ma lanterne parce que j'ai aussi une question qui me vient. Le chef d'orchestre et sa baguette, on le voit toujours faire des trucs comme ça, mais on ne sait jamais si ça signifie quelque chose ou si il manie sa baguette un peu n'importe comment. Est-ce que tu peux expliquer aux gens, si tu le sais, qu'est-ce qu'il fait avec sa baguette? Alors déjà, ça dépend beaucoup entre pas beaucoup, mais ça dépend entre la musique de film et la musique de concert déjà. Parce qu'en général, musique de film, pour 90%, les chefs d'orchestre ont déjà un tempo dans l'oreille. Ils ont le métronome qui joue tout le temps pour synchroniser avec l'image. Alors certains, comme John Williams, n'ont pas de métronome, ils ont des espèces de clips comme ça qui disent dans 2 secondes il faut passer de cette mesure, etc. Mais c'est encore c'est plus l'ancienne époque. Maintenant, la plupart ont des métronomes. Donc déjà, la base du chef d'orchestre, ça va être le tempo. Donc en musique classique, il faut c'est lui qui choisit plus ou moins le tempo. Même si le compositeur a dit un tempo approximatif, c'est lui qui va faire une musique un peu plus rapide ou plus lente. C'est comme si vraiment il jouait sur son instrument. Et voilà, donc c'est à lui déjà de donner le tempo à tout le monde. Souvent à la main droite, il va donner le temps. Donc par exemple, une mesure à 4 temps, le signe, ça va être ça. 1 en bas, à gauche, à droite, en haut. C'est pour ça qu'il fait ça. D'accord. 1, 2, 3, 4. Ensuite, tu as des indications de mesure à 2 temps. Il va faire 1, 2, ou à 3 temps. 1, 2, 3. Et donc ça permet de savoir, pour les musiciens, de savoir où est-ce qu'ils en sont, grosso modo. Et donc là, je te fais vraiment le truc basique, hein, mais grosso modo, t'as la main droite qui va donner le truc, et la main gauche, c'est le volume
Donc, par exemple, il va dire, bah tiens, toi, les violons, montez. Attention, les trompettes, vous allez descendre. Voilà. Et il va contrôler le volume entre chaque truc, parce que évidemment, si les musiciens jouaient tous ensemble sans chef d'orchestre, mais c'est un peu comme un réalisateur, il n'y aurait pas la vision globale d'une personne. Et c'est pour ça qu'il y a différentes interprétations selon les chefs d'orchestre, etc. Donc il sert à ça. En musique de film, c'est plutôt la main alors soit c'est le compositeur qui dirige, soit c'est la main du compositeur, puisque le compositeur sera en studio, il va écouter en direct et c'est lui qui va dire écoute, moi je veux plus de violon, je veux machin, donc lui il va faire l'intermédiaire et puis il va essayer de faire ça. Et tout en respectant aussi un nombre de... Il va essayer d'aller vite aussi, de faire passer les messages beaucoup plus rapidement aux musiciens, etc. Et donc c'est comme ça que ça se joue. D'accord, je comprends mieux maintenant. Alors, tu as aussi fait un film d'horreur qui est disponible sur Netflix. Je voulais revenir avec toi sur une petite chose parce qu'on reproche souvent à la musique des films d'horreur de donner un indice au spectateur quand un jumpscare va arriver et le surprendre. Pour toi, comment on peut contourner le problème? Je l'utilise souvent, même dans Hour of Flight, il y a des jumpscares. Dans le dernier film que j'ai fait, là, qui va sortir aussi, là, s'appelle Aftermath. Aftermath, c'est un film... Alors ça, c'est intéressant aussi, parce que c'est un film d'horreur qui va sortir bientôt. C'était censé sortir au cinéma là maintenant, mais Covid oblige, on va attendre encore un peu. Mais le réalisateur, c'est Peter Winter, qui a été le producteur qui a été producteur de Independence Day, de Patriot, pas mal de films. Et son frangin, c'est Lars Winter, qui produit le film Aftermath, qui lui est le producteur des Gardiens de la Galaxie et de pas mal de Marvel, Captain America et tout ça. Donc ces gens-là, ils avaient besoin d'une musique, vraiment, ils ont fait appel à de très très grands compositeurs comme John Williams, etc. dans leurs films précédents. Donc là, ils avaient besoin justement d'une musique assez thématique. Et pour ce film d'horreur, du coup, ce qu'ils me demandaient, c'était un thème, comme le thème d'Halloween ou comme souvent chose que dans les films d'horreur actuels, il y a de moins en moins. C'est plutôt des atmosphères, des choses comme ça. Il n'y a plus le thème comme ça avec 8 notes qui donne l'atmosphère du film, etc. Ça c'est assez terminé. Et du coup, voilà, ça c'était un peu le truc. Ça, j'ai trouvé ça super, justement, de jouer sur des thèmes. Donc on avait parfait, orchestre sans musicien, pas mal de choses. Et il y avait ce thème. Et moi, ce que j'utilise pour venir à ta question, des jumpscares et des trucs comme ça, tu peux effectivement faire des tensions avec la musique, mais souvent, ce qui est sympa, c'est faire une tension, tu mets un petit silence, 2-3 secondes, donc plus de musique, et dès que le jumpscare arrive, boum, tu fais un énorme boom qui va avec. Là, ça fait peur. Ah, ça va être peur. Parce que tu t'y attends plus. Donc moi, j'évite absolument de la musique avant un jumpscare, souvent, parce que le silence, c'est le meilleur truc, finalement. On fait une tension pour les gens comme ça avec de la musique. Ensuite, petit silence juste avant, et boum, ça marche à tous les coups. Et là, tu vois les gens sursauter. Dans le cinéma, c'est assez sympa. Parfait. On va parler maintenant de ton second métier, si je peux dire, qui est orchestrateur. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le métier d'orchestrateur, qui est très différent du métier de compositeur et qui est d'ailleurs considéré un peu comme un métier de l'ombre? En quoi consiste ton travail sur un film où tu es orchestrateur, comme tu as pu le faire sur Get Out ou Les Gardiens de la Galaxie volume 2? Alors, le métier d'orchestrateur, il dépend vraiment du projet. Je parle dans le film. Orchestrer une musique, c'est en fait, si je le résume de façon non technique, je vais prendre l'exemple de, je sais pas moi, la 9e symphonie de Beethoven. Jouée par l'orchestre avec le chœur, etc., ça sonne d'une certaine manière. Si on joue exactement la même musique sur piano, ça sonne d'une manière complètement différente. Donc l'orchestrateur, souvent, c'est celui qui va, si je réduis un petit peu la chose, c'est celui qui va prendre une musique au piano. Donc le compositeur va jouer au piano, il va écrire une musique, et c'est lui qui va prendre ça et qui va le mettre pour l'orchestre. Donc il va dire
ces notes-là, on va les jouer là, on va faire ces effets-là, on va rajouter des percussions là, c'est lui qui va vraiment faire le lien entre le piano, la mélodie au piano et l'orchestre. Alors pourquoi je dis que ça change selon les films? C'est parce qu'en fait, il y a des compositeurs qui sont eux-mêmes orchestrateurs. Donc, par exemple, moi, je suis compositeur et orchestrateur. Donc, donc Girls with Balls, par exemple, j'avais engagé l'orchestrateur dont je parlais tout à l'heure, Tim Williams, pour faire mon orchestration là-dessus. Et en fait, on se connaît très bien, donc c'est exactement le genre d'orchestration que je fais. Et en plus de ça, sur les sessions, c'est bien marqué. Ça, on va les mettre pour les cuivres, ça, on va les mettre pour les cordes. Ça. Donc là, c'est plus une orchestration qui représente ce que le compositeur veut. Donc là, c'est plus une main technique, parce qu'évidemment, les instruments, ils jouent d'une certaine manière. Donc il faut respecter évidemment toute leur tessiture, c'est-à-dire toutes les notes qu'ils peuvent jouer, comment ils le jouent. Il faut l'écrire d'une certaine manière pour qu'en studio, ça perd pas trop de temps. Donc il faut que ça soit facile à jouer pour les musiciens, en tout cas le plus facile possible, et en respectant la musique. Mais ça représente à peu près ce que le compositeur veut. Des fois, il y a des compositeurs qui n'ont absolument aucune idée de ce que de ce qu'est un orchestre et comment écrire pour un orchestre. Par exemple, je donne des exemples de compositeurs qui viennent de la musique électronique ou de la musique rock, etc., qui n'ont jamais écrit pour orchestre, qui ne savent pas ce que c'est, et mais qui ont un sens mélodique, etc., qui est très très fort, et c'est pour ça qu'on leur donne le job sur le film, et qui marchent très très bien avec le film, mais après ils ont besoin d'aide pour mettre leur musique pour orchestre. Et à ce moment-là, l'orchestrateur va plus avoir une vision, on va dire, des textures avec le film, etc. Donc ça c'est encore autre chose. Mais disons qu'il y a cet aspect technique qu'il faut écrire pour orchestre, et donc après il y a un choix créatif. Si on travaille avec des compositeurs qui ne connaissent pas l'orchestre et qui donnent une liberté à l'orchestrateur, c'est une chose. Et sinon, si on travaille avec, par exemple, John Williams, il écrit pour 6 voix. Donc 6 voix, c'est très peu. Hein. Il va dire, tout ça, ça va être sur les cuivres, tout ça, ça va être sur les bois, etc. Et ces 6 voix vont après être étendues à tout l'orchestre grâce à l'orchestrateur de John Williams. Donc voilà, c'est ce métier-là. Des fois, quand j'ai le temps de faire les deux, par exemple sur Darkness Falls, ou quand il n'y a pas assez de budget parce qu'un orchestrateur coûte très cher, du coup, je le fais tout seul, je fais composer, j'orchestre et je compose la musique tout seul. Donc ça, sur Hour of Light, j'ai fait les deux. Sur Darkness Falls, j'ai fait les deux. Après, évidemment, je suis soit orchestrateur, des fois sur des productions comme Les Gardiens de la Galaxie, soit compositeur, seul sur Girls with Balls, où j'étais juste compositeur et j'avais engagé un orchestrateur. Et sur Les Gardiens de la Galaxie ou Get Out, tu avais beaucoup de travail ou tu avais beaucoup d'indications sur ce que tu devais faire? Comment ça s'est passé? Là, ça rentre un peu dans le domaine de la confidentialité parce que je peux pas dire exactement ce que les compositeurs m'ont donné, ce que j'ai fait avec, etc. Donc tous les films en fait dont j'orchestre, là, c'est les compositeurs qui doivent répondre à ces questions-là. Mais oui, c'était de toute façon super intéressant parce que c'est Tyler Bates, le compositeur des Gardiens. C'est un excellent musicien, excellent compositeur. Il est guitariste de Marilyn Manson, notamment. Et du coup, c'est une vision comme ça de musique qui est très très particulière. Ensuite, sur Get Out, Michael Abels a été plus compositeur classique. C'est son premier film, donc il a une vision assez intéressante. Et voilà, jouer avec des thèmes africains, faire des trucs assez sympas. Vraiment, ça, je pense que c'était parce que, évidemment, Get Out, il y a c'est ce film d'horreur, mais c'est aussi
ce passé sur l'esclavagisme, sur la place des Noirs dans la société américaine, etc. Donc il y a une profondeur historique énorme. Et je pense que Michael a fait un excellent boulot en mêlant à la fois cinématique et aussi thèmes traditionnels, etc. C'était vachement intéressant de bosser là-dessus. Et puis voilà. Donc, Get Out, je me suis occupé de toutes les scènes en tant qu'orchestrateur. Gardien de la Galaxie, je sais pas combien j'ai fait de scènes, mais c'est une grosse équipe. Donc sur Gardien de la Galaxie, évidemment, on avait 8 orchestrateurs qui ont travaillé dessus. Ah oui, quand même. Donc, mais c'est des films, je crois, ouais. 200 millions de dollars de budget, donc c'est énorme. Et après, ça a rapporté genre $1 milliard. C'est une très 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 grosse production. Alors, tu as été également orchestrateur sur de nombreuses séries américaines telles que Quantico, SWAT ou Timeless. Est-ce qu'il y a beaucoup de différences entre orchestrateur sur un film et orchestrateur sur une série, comme le rythme de travail, par exemple? C'est hyper. Alors là, c'est très très rapide les séries télé. C'est extrêmement rapide. On reçoit l'épisode parce que c'est exactement, enfin ce que les gens voient à la télé. Donc je parle de séries télé, pas de Netflix. C'est télévision. Télévision, chaque semaine on reçoit le nouvel épisode début de semaine et grosso modo fin de semaine il faut que ça soit enregistré et livré. Donc ce qui est énorme hein, sur des séries à 45 minutes, il faut qu'en une semaine il y ait environ 30 minutes, 40 minutes de musique qui soit composée, orchestrée, enregistrée, mixée et livrée. Et 30-40 minutes de musique, c'est l'équivalent d'un album, quoi. C'est comme si on produisait un album toutes les semaines, quoi. Et donc c'est et des fois, ça c'est encore, ça c'est dingue, mais des fois on a plusieurs séries en même temps. Donc c'est plusieurs épisodes à faire en une semaine. Donc plus les films, plus ça devient, mais c'est une machine rodée. Pour ça, il y a très très peu d'orchestrateurs, même de compositeurs, disons dans les milieux des studios hollywoodiens, etc. Parce que les gens font confiance à certaines équipes et parce que c'est une grosse machine. C'est-à-dire que tout le monde ne peut pas arriver à faire ça sans les moyens de production, sans des gens qui se connaissent très bien. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent sur des films ou des séries. C'est une bonne dizaine de personnes. Il y a les compositeurs, il y a les compositeurs additionnels, il y a les orchestrateurs qui orchestrent les deux. Il y a les synth programmeurs, c'est ceux qui vont programmer les synthétiseurs. Il y a tous les assistants, il y a les copistes. Et c'est des bouquins comme ça de partitions à écrire et note à note on les écrit. Après il y a les copistes qui les mettent sur le truc. Enfin c'est tout un tas de trucs. Et moi je me souviens qu'on a livré des fois des musiques quelques heures avant. On enregistrait l'orchestre et livrait les musiques quelques heures avant que ça soit diffusé, le soir même à la télé. C'était dingue. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, quand même. Ah, c'était dingue. Ok. Et Stéphane. Je doute. Ouais. Dernière question. Est-ce que tu as des projets en cours à part Aftermath et Redemption Day dont on a parlé juste avant? Alors ouais, j'ai les 4 sorties là, Darkness Falls qui va sortir le 12 juin, film de Julien Seri. Alors les 3 autres qui sont en attente, c'est Hour of Lead, Redemption Day et Aftermath, effectivement, qui eux vont sortir plus tard. Au-delà de ça, je fais pas mal de publicité en ce moment, donc ça c'est les trucs qui arrivent au plus vite. Et après, alors tous les films, j'ai plein de films qui sont là en préparation et en composition. Mais alors le souci, c'est que là, on est complètement